Donc bonjour Romain Ferrari, merci d'être avec nous donc, pour ces rencontres de l'affichage environnemental. Vous êtes accompagné par EVA depuis quelques années maintenant dans votre démarche d'éco-conception. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qui a motivé votre démarche et par quoi elle se distingue par rapport aux autres entreprises de votre secteur textile, donc l'entreprise Serge Ferrari? Alors ce qui a motivé notre démarche, en fait, ça a été le développement d'un nouveau marché qu'on ne connaissait pas, qui était l'application des toiles dans les applications publicitaires. En général, nos toiles sont utilisées dans des applications de longue durée de vie. Et là, bizarrement, on a vu l'émergence d'un nouveau marché où l'utilisation était à courte durée de vie. Et là, on a commencé à se poser la question, mais ça c'est dans les années 80-90, on s'est posé la question avec une tonalité assez culpabilisante, de dire mais ça va générer des déchets. Voilà. Donc là on s'est dit tiens, il faudrait peut-être penser à recycler, parce que sur ce marché-là, si on ne recycle pas, on risque d'avoir tout faux simplement, parce qu'on va générer beaucoup de déchets. Et puis on a voulu aller un peu plus loin. Et en fait, l'évaluation environnementale, elle a commencé très tôt. Les analyses de cycle de vie, on a commencé à les faire, alors avec des ancêtres, j'oserais dire, tout à fait louables, que sont Yann Bousted. C'était des ACV très compliqués, donc on avait du mal à les comprendre. Et puis on est venu de fil en aiguille à EVA. Et quand EVA nous a fait ce travail-là, ça nous a quand même ouvert les yeux. Alors ça nous a ouvert les yeux sur deux choses assez simples. La première, c'est que c'est pas vraiment notre métier qui est très impactant, c'est le fait simplement de penser à faire notre métier. C'est-à-dire le simple fait d'imaginer de vouloir fabriquer une toile, prendre son téléphone, de décrocher son téléphone et d'appeler ses fournisseurs pour être livré, ça déclenche 80% des impacts. Donc ça, on s'est dit, tiens, bizarre. Comment ça se fait que finalement les impacts en amont sont extrêmement importants? Et puis on a déroulé la CV et on a vu que la problématique déchets était une vraie problématique, mais finalement ce n'était pas forcément l'enjeu prioritaire. L'enjeu prioritaire, c'était d'être capable d'économiser toutes les étapes au début qui fabriquent les matières premières, puisque ces étapes sont les plus impactantes. Et donc, de cette idée culpabilisante, en fait, au départ, qui était de dire il va falloir traiter les déchets, on s'est dit mais non, il faut qu'on recycle, pas uniquement pour limiter les déchets, mais aussi pour être capable de remettre des matières premières sur la table à faible impact. Et en fait, l'idée est partie de là. En plus, dans votre métier, vous avez la chance d'avoir des clients de secteurs très variés, dont les enjeux peuvent être un petit peu différents. Mais finalement, le vrai dénominateur commun, le vrai enjeu qui est commun à tous, c'est d'utiliser une grande quantité de matière systématiquement et que ça représente une bonne partie des impacts. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment nous parler du procédé de recyclage que vous avez mis au point et de l'usine correspondante donc voilà, comment on s'intègre dans Texiloop que vous allez nous décrire maintenant? Alors on a commencé par faire un tour d'horizon de toutes les technologies qui pouvaient exister ou qui seraient susceptibles de marcher avec nos produits, pour recycler nos produits. Et en fait, on n'a pas trouvé de technologie à l'époque satisfaisante. C'est-à-dire que le problème de nos produits, c'est que ce sont des composites. Un composite, il est formé par plusieurs familles de matériaux. Et donc, si on n'est pas capable de reséparer complètement les familles, en fait, on ne peut pas remettre les matières premières sur le marché. Quand on dit sur le marché, c'est le marché d'aujourd'hui, avec les transformateurs, les industries d'aujourd'hui. Et la plupart des technologies qui existaient avant qu'on développe la technologie Texiloop, ce sont des technologies en fait, qui permettent d'extraire un des composants, l'autre composant étant un déchet, parce qu'en fait, soit il est inutilisable, soit il est encore sous forme mélangée, en partie avec l'autre. Donc ce n'était pas satisfaisant, puisque nous, les deux familles de produits qui sont dans le composite représentent des pourcentages importants, c'est 1/3 l'une et 2/3 l'autre. Donc on ne pouvait pas, quelque part, en oublier une. Donc il a fallu développer complètement, de A à Z, une nouvelle technologie, en commençant par le laboratoire, puis ensuite des pilotes technologiques, puis ensuite une usine pilote, et puis une usine industrielle. Donc c'est un cheminement qui a pris plus de 10 ans. Et qui correspond à des investissements extrêmement lourds, surtout
surtout pour construire la première usine, qui en gros coûte le double de ce qu'elle coûterait aujourd'hui si on devait refaire la même. Simplement parce que aujourd'hui on a tout compris. Donc long processus, à très cher, beaucoup de ténacité, parce que quand ces unités démarrent, ça ne marche pas, par définition. Quand les réseaux de collecte s'installent, ils collectent mal. Voilà. Et comme c'est un procédé qui a à la fois un énorme avantage et un énorme inconvénient, son énorme avantage, c'est que tout ce qui rentre sort en matière première secondaire. Donc le rendement est 100%. En fait, quand on rentre 100, il sort 30 d'un côté, 70 de l'autre. Donc il n'y a pas de perte de matière. Il y a juste consommation d'énergie et d'eau, c'est tout. En revanche, c'est un handicap extraordinaire parce qu'en fait, la moindre contamination qui rentre se retrouve aussi en aval. Donc typiquement, si on fait rentrer de la toile, il sort des matières premières. Mais si on fait rentrer de la toile plus un stylo-bille, le stylo-bille va se retrouver d'un côté des matières premières secondaires, une contamination chimique aussi, etc. Ça veut dire qu'il faut une rigueur en termes de collecte, en termes de tri, en amont, qui soit professionnelle, qui dépende de la profession. Si on veut, à la sortie du procédé, avoir des vraies matières premières secondaires pures, c'est-à-dire celles que l'industrie est capable d'accepter. Et donc avec EVA, sur les dernières années, vous avez montré l'avantage à faire rentrer finalement des matières dans ce procédé. Donc vous avez réussi à convaincre certains de vos clients à s'engager aussi dans Texiloop, à ramener leurs matières premières usagées dans ce process. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns, aussi bien dans le secteur du sign, donc tout ce qui est publicitaire, que dans le secteur du mobilier ou encore du bâtiment? On peut peut-être parler de quelques-uns. Alors c'est vrai que pour que l'histoire marche, il faut que notre client qui va adhérer à la démarche y trouve un intérêt. Pour qu'il y trouve un intérêt, il faut qu'il s'ouvre sur des territoires de marché nouveaux, en aval, directement auprès du consommateur final ou auprès du distributeur. Et ça, ce travail-là, il ne va pas le faire tout seul. Il a fallu qu'on le fasse en amont, c'est-à-dire qu'on démontre avec EVA que, par une démarche d'analyse de cycle de vie comparatoire, qu'il est plus intéressant de recycler en fin de vie que de mettre en décharge ou en incinération, première étape. Mais ensuite, il a fallu prolonger la démarche jusqu'à l'application finale de notre client, parce qu'en fait, c'est bien le client de notre client qui prendra la décision ou pas de recycler. Et donc, il a fallu développer une étape suivante, qui est la transformation de nos matériaux, l'ajout de composants nécessaires à la mise en œuvre de nos matériaux. Pour un siège de jardin, c'est la structure, par exemple. Pour un panneau d'affichage, c'est l'impression, la confection, des choses comme ça. Donc il a fallu compléter en fait les étapes que nous assumons par les étapes de transformation de nos clients et les étapes de distribution, et donc être capable de démontrer pour le client final que s'il choisit la solution du recyclage, eh bien lui-même il prend la décision de diminuer les impacts environnementaux du choix de sa solution. Et donc aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous proposez à vos clients pour qu'ils soient en mesure d'évaluer justement ce réel bénéfice environnemental et le démontrer à l'utilisateur final? Alors soit on fait un ACV statique de l'application finale de nos clients, et ça suffit comme argumentaire quelque part pour prouver la pertinence de la démarche. Soit, et dans certains cas il faut aller beaucoup plus loin, on crée des outils paramétrables par notre client pour qu'il soit capable lui-même de générer des résultats d'ACV pour chaque offre et qu'il édite à destination du décideur ou du client final. Donc ça, c'est un de vos derniers projets. On sait que ça a été mis en place et annoncé depuis le TexWork, donc fin 2011. Donc l'outil paramétrable dont vous parlez, qui est aujourd'hui destiné au secteur du sign, s'appelle Texitool. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les évolutions potentielles et le déploiement de Texitool envisagé sur les années à venir? Alors Texitool, on l'a fait à titre de prototypage sur une profession qui est bien ciblée puisqu'elle est sur les applications à courte durée de vie, donc les imprimeurs pour les panneaux publicitaires, les panneaux de communication. Et c'est aussi une des applications les plus simples en aval sur nos métiers, puisqu'en fait les étapes de confection et de fabrication sont relativement faciles à décrire. C'est de la confection, de l'impression et de la pose d'œillet.
Et dans certains cas, on peut même aller jusqu'à la pose-dépose, disons au moins le transport. Là, on a créé cet outil. Cet outil, aujourd'hui, il est utilisé par des petits imprimeurs, hein, ce qui montre que ce ne sont pas forcément des outils réservés aux plus gros acteurs. Hein. On peut très bien les décliner et les simplifier sans les détourner, je dirais, de leur intérêt scientifique, hein, mais on peut très bien les simplifier pour que des utilisateurs non experts puissent les utiliser. Et en plus, on y a rajouté une couche de communication qui fait que le document qui est édité ensuite, suite à ce travail-là, et qui est envoyé au client final ou au décideur, il soit compréhensible par vraiment un non-sachant total. En gros, il attire l'attention. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place comme chez des imprimeurs comme MediaMax, par exemple, à Grenoble, et qui disent très clairement aujourd'hui qu'ils arrivent soit à conquérir de nouveaux marchés grâce à cette offre complémentaire, puisqu'aujourd'hui ils font une offre produit, technique, une offre commerciale et une offre environnementale, et ils l'envoient dans un seul pli. Et dans l'offre environnementale, eh bien, il y a les deux options, avec ou sans recyclage. Dans l'offre commerciale, il y a les deux options, sans option ou avec option recyclage. Et dans ce cas-là, c'est le client final qui choisit en toute connaissance des causes. Donc ils ont pu, grâce à ça, conquérir des parts de marché nouvelles. Et en tout cas, ce qui est certain aussi, c'est qu'ils ont pu consolider leurs relations avec les clients, les clients un peu grands clients, grands donneurs d'ordre, qui ont pu quelque part saisir cette perche qu'on leur tendait pour s'inscrire dans la démarche des achats durables, des achats responsables. Après, on peut peut-être parler d'un autre de vos clients qui a commencé par être un client finalement de Texiloop et qui devient maintenant un client de Serge Ferrari, MyNote Déco. Vous pouvez un peu nous raconter l'histoire. C'est aussi une entreprise que EVA connaît bien, puisqu'on a participé à la remise d'un prix pour eux, la mention Eco-Design. Donc on aimerait que vous nous expliquiez comment ça a commencé avec eux et comment ça se poursuit aujourd'hui. Alors MyNote Déco, ça fait partie des partenariats que l'on construit en fait purement par affection. C'est-à-dire que quand ils sont venus nous voir, on a d'abord trouvé l'idée intéressante. Ensuite, on a trouvé un certain nombre de démarches tout à fait communes, enfin disons d'un esprit commun, hein, puisque toute leur création oscille autour de la légèreté, la mobilité, la modularité, ce qui constitue exactement en fait notre territoire d'application. Hein. Donc en gros, c'était pas du tout sur un secteur qui nous concernait ou non, pas directement, mais je dirais il y avait une affinité dans la démarche. Hein. En plus, ils n'étaient pas très loin de chez nous. Donc du coup, il se crée quelque part une coopération de fait, hein, sur ces sujets-là. Donc en fait, juste pour resituer, sur leur première gamme, la Air Concept, ce que vous avez accepté de faire, c'était de recycler en fin de vie la partie gonflable, la structure gonflable de ces sièges. Voilà. Donc qui n'était à la base donc pas du tout fait par les matières Serge Ferrari, mais qui étaient constituées des mêmes éléments, donc vous étiez en mesure de recycler. Et oui. Aujourd'hui, comment ça a évolué? En fait, on a profité au début d'une opportunité, ouais. Hein, de dire tiens, mais dans les composants de vos sièges, il y a des choses qu'on pourrait recycler directement dans notre usine. Hein. Donc ça, on a ouvert la porte tout de suite à cela. Et puis ensuite, on est rentré dans un jeu un petit peu plus poussé en disant mais est-ce qu'on pourrait développer des stratégies de réemploi, des stratégies de recyclage ou de vente et de recyclage de nouveaux composants sur le siège, voire réintégration de produits issus du recyclage dans les sièges. Donc c'est une coopération, c'est une espèce de grande boucle ouverte, en fait, avec plusieurs ramifications, une grande spirale, et qui permet d'envisager beaucoup de coopération et de développement. Et donc la première étape, là, c'est déjà la mise sur le marché d'un siège qui est fait avec une housse de batiline. C'est ce qu'on a pu voir sur plusieurs salons. Oui, donc c'est une housse de nos produits qui est recyclable elle-même. Voilà, hein. Donc maintenant on a et la structure et la housse. Mais en fait, on veut aller beaucoup plus loin, puisque les prochaines générations de sièges vont intégrer des composants issus de l'usine de recyclage. D'accord. Hein, soit sous forme de textile, tissé, soit sous forme de non tissé, puisque les fibres que nous fabriquons avec l'usine de recyclage peuvent aller aussi bien sur les applications non tissées que les applications tissées. Donc le non tissé, c'est typiquement du rembourrage, du renforcement. Et le textile, c'est du parement. Donc là, on vient à parler de la valorisation, donc de la réexploitation des matières premières qui sont générées par Texiloop. Quelles sont justement vos perspectives de réemploi de ces matières qui sont générées par ce process de recyclage?
Alors c'est un point fondamental, la commercialisation des matières premières secondaires, au même titre d'ailleurs que la capacité à vendre la prestation de recyclage. Parce qu'une usine de recyclage, en fait, est une usine qui a des coûts très importants, du fait du développement, du fait aussi de toutes les étapes qui sont autour, la consommation d'énergie, d'eau, qui n'est pas négligeable non plus. Donc c'est une usine et de la main-d'œuvre, parce qu'en fait, en amont, il y a beaucoup de main-d'œuvre. Ce sont des procédés qui demandent des moyens financiers importants pour tourner. La contribution, les deux contributions qui peuvent compenser ces dépenses pour une usine de recyclage, c'est en amont, on appelle le gate fee, c'est-à-dire la capacité qu'a celui qui confie les déchets à recycler à payer quelque chose. Donc ça, il accepte à payer, on l'a vu précédemment, grâce quelque part aux évaluations environnementales incitatives en amont. Et puis l'autre, évidemment, volet de recettes, c'est la vente des matières premières secondaires. Et là aussi, on est obligé de lutter contre des préjugés au début négatifs. C'est que si on présente une matière première issue du recyclage, un acheteur qui va acheter cette matière première, son premier réflexe est de dire c'est du pas cher puisque c'est du recyclé. Et avec du pas cher, on meurt, même dans ce métier-là, comme dans les métiers du vierge, peut-être encore plus. Voilà. Donc l'idée, c'est de se dire non, ce n'est pas une matière première secondaire de second choix, c'est une matière première secondaire technique qui a les mêmes propriétés, les mêmes avantages qu'une matière vierge, mais en plus, elle a une performance cachée. Cette performance, quelque part, c'est le fait que c'est une matière première à faible impact comparée à des matières vierges. Donc rebelote, il faut le réévaluer par des approches d'analyse de cycle de vie, mais cette fois-ci plutôt vue d'en bas. Et il ne suffit pas non plus de dire que cette matière est à faible impact, rebelote encore, il faut montrer en quoi l'article futur que le client va fabriquer avec cette matière première en sera bénéficiaire de ce faible impact. C'est-à-dire que lui-même, l'article, le produit, le service, va diminuer en termes d'impact. Et donc, il faut continuer à déployer la stratégie jusqu'au bout avec le client pour, quelque part, le mettre en situation de dire j'ai un produit environnemental avec une performance environnementale et je suis capable, là aussi, de conquérir des nouveaux territoires de marché avec. Donc en fait, par votre expérience, vous démontrez qu'au-delà des principes fondateurs de l'évaluation environnementale, à savoir avoir une approche multi-étapes, multi-critères et multi-indicateurs, là ça devient véritablement une approche multi-acteurs. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis notamment pour les rencontres de l'affichage qui la mobilise des entreprises parce que d'un point de vue réglementaire, on va être soumis à des contraintes de communication environnementale bien cadrées. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Quel est votre point de vue sur les référentiels qui sortent aujourd'hui et de potentielles évolutions de ces référentiels? Alors, l'affichage environnemental tel qu'il est aujourd'hui, il correspond aux besoins d'une partie des consommateurs, les consommateurs sensibles en fait aux arguments environnementaux. C'est une part de l'alter consommateur, malheureusement c'est assez faible, 4-5%. C'est aussi plus fort sur certains territoires de marché, ça peut monter jusqu'à 30%, donc c'est important. C'est bien parce qu'on met le pied à l'étrier, on commence déjà à parler du sujet, à montrer qu'il y a une notion de performance environnementale qui va au-delà de la notion de performance technique, qualitative, etc. du produit. Mais ce qu'on essaie d'explorer aujourd'hui, au travers des outils qu'on met en place, c'est premièrement de poser la question auprès du consommateur et de lui dire que finalement la performance environnementale ne se limite pas au choix qu'il va faire de matériaux, le choix d'articles dans les rayonnages, mais aussi ça va dépendre de son comportement. Son comportement de consommation et de gestion de la fin de vie. Et donc avec Texitool, en fait, on a mis le pied à l'étrier à un affichage environnemental qui parle du produit, mais qui commence à parler de l'attitude du consommateur final, en lui disant, toi aussi, tu peux jouer sur les empreintes environnementales selon le choix que tu vas faire. Donc c'est cette notion un petit peu dynamique que l'on veut mettre en œuvre. Et donc, si on y arrive, à ce moment-là, on joue réellement sur l'amélioration du processus production-consommation, où le producteur va s'améliorer, mais entre guillemets le consommateur aussi, dans son attitude. Voilà. Alors ensuite, on peut rêver plus loin à se dire, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas reparler du sujet qui fâche, c'est-à-dire du vrai prix, Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des produits à forte empreinte environnementale, valant moins cher que certains produits, mais ce n'est pas toujours le cas, à plus faible empreinte environnementale, pourquoi ? Parce que les premiers se vendent finalement mieux
que les seconds, tout simplement parce qu'ils sont moins chers et que la vie est dure. Alors c'est un sujet qui peut être mis sur la table à terme, et on pourrait envisager une extension quelque part de l'affichage environnemental par un outil de modulation du prix final, par le biais d'une fiscalité variable sur les produits en fonction de leur empreinte environnementale, et qui aurait quand même un aspect très bénéfique, en fait, qui permettrait au client final de ne pas forcément payer plus cher un produit écologique, c'est-à-dire en gros mettre en situation les produits moins écologiques mais moins chers, les mettre dans une situation où ils ne seront plus en concurrence déloyale comme ils le sont aujourd'hui. Et alors ça fait partie de vos projets en cours. Alors ça, en fait, ce système-là, pour être construit, nécessite des outils. Oui. Des outils assez complexes. Et de la recherche. De la recherche, des outils et de la procédure d'utilisation des outils. Plus un certain nombre de décisions politiques qui ne nous appartiennent pas. Mais déjà à la base, ces outils n'existent pas de façon suffisamment complète, suffisamment fiable pour pouvoir envisager une telle démarche. Donc on a créé Fondation 2019, en fait, dans l'objectif de réaliser cette recherche, construire ces outils, proposer des champs d'application sur ces outils, mettre en garde sur des bons usages, des bons usages ou des mauvais usages de ces outils, et s'arrêter là à ce niveau. Mais permettre d'ouvrir cette porte-là, en fait, du vrai prix. Et pour finir, une petite conclusion peut-être sur votre relation avec EVA. Donc après ces quelques années d'accompagnement, comment vous pourriez résumer à la valeur d'ajoutée EVA pour Serge Ferrari? Alors ce qui est intéressant chez EVA, c'est quelque part les compétences systémiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver... je dirais 20 ans en arrière, quand on allait chez Yann Bousted, on allait chez l'expert. L'expert en calcul. Et il nous sortait des équations formidables et des modèles de calcul apparemment extraordinaires. Mais je dirais, on ne pouvait pas engrainer en fait, ce travail-là sur le business. L'avantage de VA, c'est qu'on a aujourd'hui toujours la même sérieux scientifique, mais on a couplé à ce travail-là, on a des efforts de communication, des efforts de positionnement marketing, des efforts d'accompagnement dans l'amélioration. On a une mise en relation avec différents acteurs qui permettent de construire des solutions. Et c'est en fait cette approche systémique qui facilite et qui fluidifie quelque part le courant. Et on en a pour preuve, c'est que quand on travaille avec EVA, on le dit à nos clients. On ne leur cache pas. On ne fournit pas des ACV à nos clients en maquillant le papier pour pas qu'ils voient que c'est EVA. On le dit simplement. On le dit. On leur dit, c'est tout, on l'a fait comme ça, c'est bien, on est content. Bizarrement, quand on revient parfois, 3-4 ans après, on s'aperçoit qu'ils travaillent aussi avec EVA. Donc en gros, ils nous ont volé un petit peu notre carré vert.